Alors, en effet, c'est un honneur et un défi, si je puis dire, d'intervenir ce matin. Et avant tout, un grand remerciement à Lucien Jaume pour cet ouvrage qui est d'une grande richesse. J'ai déjà lu 2 fois, mais je pense que je le relirai une 3e fois à l'issue de la journée. Qui va donner lieu à quelques échanges tout à fait sympathiques, je le pense, d'ici peu. Merci aux collègues et amis historiens Grégoire et Xavier Godin pour les initiateurs de cette journée. Merci à Brigitte Badvan-Godemey et à Philippe Portier d'être venus jusqu'à Nantes. Évidemment, un grand merci au laboratoire Droit Changement Social pour le portage de cette journée. Alors, un petit peu comme l'a fait Brigitte Badvan-Godemey, ce seront quelques réflexions à partir de la lecture de cet ouvrage et évidemment autour de cette notion de défi. Alors, étant également historien du droit, ce sera sous l'angle historique que je regarderai un peu un certain nombre d'éléments qui sont apparus à la lecture de ce livre, et je partirai volontiers de la question que vous évoquiez tout à l'heure: que veut l'État? Que veut l'État? Et je proposerai quelques constats, quelques suggestions dans un historique un peu de la longue durée, mais je dirais un petit mot peut-être en complément et en harmonie avec ce qui vient d'être dit concernant le clergé séculier, mais j'aimerais bien faire un petit détour vers le clergé régulier, l'autre modèle qui peut-être est moins utilisé dans cet ouvrage et sans doute aussi aujourd'hui moins utilisé dans les conceptions que l'État ou que l'administration, qui parfois parle au nom de l'État avec un jeu d'autonomie pas toujours très très clair, eh bien n'utilise ou plutôt n'utilise pas. Alors si je regarde, je fais quelques observations concernant cette longue durée et au chapitre du clergé séculier, on le voit très très bien dans les premiers chapitres de l'ouvrage. Vous présentez les fondements des rapports Église-État, et il est aisé de considérer, y compris de manière un peu schématique, la construction pyramidale de l'Église et de celle de l'État, avec des correspondances qui sont frappantes et qui ont été évidemment rappelées. Nous avons une sorte d'emboîtement un peu similaire des hiérarchies des personnes et des territoires. Et du reste, cette hiérarchie ne fait que s'accentuer au-delà de la Révolution française et au XIXe siècle. Et finalement, dans cette longue construction, les effets de l'adage « une foi, une loi, un roi » résument bien finalement ce que l'Église souhaite, mais également sans doute aussi ce que l'État admet bien volontiers. D'ailleurs, cette structure reprendra cours avec le Concordat de 1801 et les organiques de 1802, avec des modifications substantielles toutefois relatives à la foi. Donc il n'est pas surprenant que les enjeux de pouvoir aient contraint l'Église et l'État, de gré ou de force, à peine de s'entre-détruire, à s'entendre sur la répartition des champs de compétences, de jeux de prééminence. En France d'ailleurs, et comme dans d'autres pays, les moyens ont pu être divers, d'une pragmatique non négociée, en passant par de contrats concordataires, y compris encadrés par des règles administratifs, les fameux organiques. Les vicissitudes de la politique ont trouvé à peu près toutes les réponses aux situations qui se sont succédées. Mais ces questions, et je rejoins bien ce qui était dit il y a quelques instants, ces questions sont aussi anciennes que l'Église, soucieuse d'universalité. On les trouve sous la plume de saint Ambroise, bien entendu, comme celle qui habite Constantin, autour des années 315, reprise par saint Augustin et le pape Gélase. Chacun tentera de trouver un contrôle, voire un équilibre, ça dépend des périodes, entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Et bien entendu,
comme la chose a été rappelée, entre un pouvoir spirituel dominant le pouvoir temporel. On parlait évidemment de Pépin le Bref, mais moi je songeais également, en termes d'image, à la mosaïque établie par Léon III après le sacre de Charlemagne en qualité d'empereur et figurant la basilique Saint-Jean de Latran. C'est tout à fait, cette mosaïque qui a disparu, mais on en a une copie, est tout à fait symptomatique de la vision, un peu même cosmogonique, de ce que sont les rapports Dieu, Église et État. De quoi faire un très bon commentaire. Et puis évidemment, on n'a pas perdu de vue la théorie des deux glaives portée par Saint Bernard. Bien. Alors, dans le royaume de France, si je reviens au royaume de France, dans une construction nationale, les rapports d'autonomie du pouvoir royal au regard de ceux de l'Église conduisent à la construction lente mais solidifiée de la notion de gallicanisme. Tout à fait d'accord avec ce qui avait été indiqué. Il ne faut pas la rechercher trop tôt, mais pourtant, elle chemine d'une certaine manière et elle sourd progressivement, fort discrète au début du XIIIe siècle, en faisant une apparition plus discernable sous Saint-Louis et affirmée avec force, peut-être avec une force un peu trop rapide, par Philippe IV le Bel. On se rappellera évidemment du procès des Templiers ou du fameux attentat d'Anagni. En tout état de cause, cette notion de gallicanisme est consubstantielle de la notion nationale et de son corollaire, la souveraineté. Alors, dans les mains des juristes, et notamment des légistes, comme la chose a bien été rappelée, elle se façonne au fil du temps, jusqu'à cette mise par écrit, peut-être plus marquante que d'autres, par Bossuet servant un Louis XIV. Louis XIV est évidemment jaloux de ses prérogatives royales sur le territoire du royaume, lorsqu'il s'agit notamment de ses rapports avec l'Église. On aurait pu d'ailleurs évoquer, mais ça demanderait d'autres cheminements, de faire un petit détour de l'affaire janséniste, qui, là encore, montre très bien l'intervention forte de l'État et également cette espèce de serpent de mer qui a été soi-disant réglé à la fin du règne de Louis XIV, mais qui va empoisonner les relations Église-État et des relations à l'intérieur du royaume pendant une bonne partie du règne de Louis XV. Voilà. En tout cas, cette notion bâtie par les légistes, puis par l'administration, là aussi royale, cette notion gallicane, on la voit évidemment naître ou renaître au début de la Révolution française, dans le droit fil de l'esprit des Lumières, à travers la constitution civile du clergé. On est dans un hyper-gallicanisme où une minorité agissante pensait qu'elle allait pouvoir à la fois gouverner l'Église et puis sans doute gouverner quelque peu les consciences. On voit bien ce que ça a pu produire en termes de réaction d'une partie de la population. Il est évidemment, dans nos contrées, on ne peut pas l'ignorer. En tout état de cause, il est significatif de relever que ces notions gallicanes seront reprises par l'administration des cultes, et là, avec un rôle important là, de l'administration, au travers du Concordat, mais plus encore, évidemment, des articles organiques de 1802, sans oublier les décrets de 1808 concernant la religion israélite. Et depuis 1905, comme la chose a été suggérée tout à l'heure, quoiqu'en régime séparatiste, il ne semble pas que l'État et sa haute administration aient totalement oublié les vieux réflexes gallicans lorsqu'il s'est agi de trouver des solutions pour tenter d'intégrer, et sans doute ou tenter de contrôler, le culte musulman. On peut redouter, et ça je partage tout ce qui a été dit jusqu'à présent, on peut redouter que sur de telles bases mécaniques, il soit difficile de trouver des solutions durables. Les directives viennent d'en haut et par jeu d'autorité, les cultes doivent s'intégrer dans un moule uniforme. Du moins, c'est ce que souhaite l'administration, qui ne leur convient guère. Il est vrai que la constitution du consistoire protestant, dans le cadre des organismes, ou du grand Sanhédrin israélite dans les mêmes textes, n'était pas forcément... n'ont pas si bien fonctionné que ça, l'histoire l'a bien montré, et récemment le Centre français du culte musulman n'a pas été une réussite. Du reste, elle fonctionnait sur le même mode gallican. Justement,
il faut toujours prendre un petit exemple pour voir jusqu'où l'administration peut aller. Et j'illustrerai volontiers cette tentation administrative par un exemple tout à fait récent vécu dans cette faculté mardi dernier. Je me trouvais en présence d'aumôniers en secteur carcéral, dans le cadre d'une formation qui est ici dispensée dans le cadre d'un diplôme d'université. Ces aumôniers, alors vous aviez des musulmans, des catholiques, des protestants, etc. Ces aumôniers faisaient remarquer que l'État avait décidé d'imposer un diplôme patenté, un DU, pour devenir aumônier en secteur carcéral, qu'ils allaient recevoir une rémunération sous une forme indemnitaire, et qu'ils allaient rentrer dans un schéma administratif avec un agrément de l'administration, et puis ensuite un envoi en mission qui, pour les catholiques, est conféré par l'évêque diocésain. On pourrait faire un petit parallèle avec les temps concordataires. Non, il est un peu facile. Mais ce qui est plus frappant encore, tout aussi frappant, c'est la résistance des aumôniers qui disent « mais on veut bien se former dans une université, aucun problème pour assister au DU, passer des examens, etc., y compris à un âge un peu avancé, mais pas question de rémunération, ce qui changerait absolument tout de la relation avec les détenus. Et comme disait un, mais on va être considéré, passez-moi l'expression, on va être considéré comme des matons. Et donc, on aura absolument tout perdu. Mais l'administration a donc bien organisé les choses. Et Lucien Jaume est appelé à les enseigner. Oui. Le ministère de la Justice m'a adressé une demande. Alors, ce n'est pas les aumôniers, c'est les jeunes en difficulté, en milieu carcéral. On me demande si je veux bien parler de la laïcité pour leur DU. Voilà. Bon, très bien, très bien. Eh bien, autre question justement pour ces aumôniers et dans le cadre de ces formations. Aumônier de quel culte? Ah, l'administration va vous régler ça. Les catholiques, les protestants, les juifs, les musulmans. Ah oui, mais les musulmans, mais de quelle obédience? On ne veut voir qu'une tête. Non. Ajoutons les bouddhistes et puis, alors là je l'ai appris, à leur contact, les témoins de Jéhovah. Ah ben oui, parce que la France a été condamnée par la CEDH à reconnaître les témoins de Jéhovah autrement qu'en une secte, donc il doit y avoir un aumônier, entre guillemets, témoin de Jéhovah. Voilà, alors évidemment on voit très très bien comment fonctionnent les formes actuelles gallicanes, revues par l'administration. C'est très simple. Les aumôniers ont un rôle important à jouer, parce qu'il faut évidemment aller dans un apaisement dans ce monde de violence qu'est le monde carcéral. Et puis, sans l'affirmer clairement, mais enfin l'idée est quand même bien derrière la tête, est de mieux encadrer une population émigrée. Donc, vous irez faire un cours. Je n'ai pas vraiment répondu. J'ai demandé quel était le contenu du cours et que s'il s'agissait de ce livre, je doutais quand même de l'adéquation. Donc, en réalité, et on le voit bien, cette façon d'administrer les cultes s'appuie sur une culture administrative fondée sur des rapports très anciens entre le clergé et l'État, dans le cadre d'une laïcité à la française, où l'on retrouve de manière sous-jacente les ambivalences de l'idée de laïcité, je vous cite, qu'elle s'appuie après sur les conceptions de Victor Cousin, d'un Ferdinand Buisson et de nombre d'acteurs majeurs de la scène politique, comme le furent en leur temps brillant Clémenceau, ou même plus récemment le général de Gaulle, lors de son retour au pouvoir. Et si nos regards se portaient en direction du clergé régulier, dont on a jusqu'à présent peu parlé, nous entrons alors là dans un autre monde, un monde bigarré où les mécanismes hiérarchiques sont complexes, les enclavages territoriaux diversifiés à l'intérieur du pays ou à une échelle internationale, des instituts qui rassemblent hommes et femmes, des instituts, si je reprends le terme du droit canon, où la notion de communauté joue évidemment un rôle absolument essentiel. N'y aurait-il pas quelques leçons à aller chercher pour répondre aux attentes des communautés actuelles de croyants qui souvent se reconnaissent comme communauté à l'échelle locale?
Et dans ce cas-là, est-ce que le contrôle de l'État, dans le cadre de la police des cultes et de l'ordre public, serait plus ou moins efficace? Alors, un mot rapide sur ce clergé régulier, et notamment en France. Un premier temps, c'est d'observer, même encore aujourd'hui, le nombre des congrégations, la liste des congrégations religieuses étant une activité en France. On est surpris du nombre, de l'implantation sur le territoire, de la nature de leur charisme, d'où découle leur activité, des particularités de leur spiritualité. Toutes les congrégations masculines ou féminines jouent un rôle social non négligeable, l'accueil, le service, et bien entendu, vous avez ces congrégations aux missions apostoliques qui vivent dans le siècle à la manière des séculiers. On pense évidemment aux congrégations enseignantes, aux congrégations soignantes, et toutes celles qui jouent un rôle social, accueil des handicapés, difficultés dans l'existence, tenue de foyer, etc. Ça, il est aisé de regarder un peu ce que sont les congrégations aujourd'hui, même si, compte tenu des effets de vieillissement et des évolutions, elles portent, si vous voulez, un peu là aussi le poids d'une diminution par rapport à ce qu'elles ont pu être, et notamment dans nos secteurs, il y a encore quelques années. Mais ce qui est aussi intéressant de regarder, c'est la législation qui encadre ces congrégations. On ne peut pas dire que ce soit une législation très favorable. Elle est peu importante et plutôt elle est bâtie sur un mode de défiance. Alors, sous l'Ancien Régime, c'est relativement simple, puisque les congrégations sont placées sous protection royale, ce qui provoquera d'ailleurs quelques interventions musclées parfois, dont les jésuites firent les frais, et n'oublions pas ce que fut la commission des réguliers entre 1766 ou 1780, où l'État royal va réorganiser d'une certaine manière l'ensemble des instituts religieux du royaume. D'ailleurs, il y a toujours peut-être une petite parenté à faire entre cette commission des réguliers et ce que sera la constitution civile du clergé, finalement peu de temps après. Hein. Voilà. C'est donc en partant évidemment de bien peu de choses, puisque la Révolution fera table rase de l'ensemble des congrégations, que un nouveau paysage va s'offrir au XIXe siècle. Alors, rien dans le Concordat sur ces questions-là, rien dans les organiques évidemment, une loi ou un décret du 3 Messidor de l'an 12, donc du 22 juin 1804, qui n'interdit pas les congrégations, mais les enferme dans un dispositif d'autorisation administrative, avec évidemment une autorisation formelle par décret impérial, autant dire une loi, pour exister. Sous la Restauration, on aurait pu penser à un régime beaucoup plus libéral. Pas beaucoup plus. Il faut attendre 1825, c'est-à-dire là, quand même, là, on est à la fin du régime, mais on est sous Charles X, pour que la loi du 24 mai 1825, relative aux congrégations de femmes, instaure un régime d'autorisation par voie d'ordonnance pour celles qui existaient, parce que beaucoup de congrégations avaient pu renaître, avec ou sans véritable autorisation, par jeu de tolérance, et une loi pour les autres. Quant aux congrégations d'hommes, c'est la loi du 2 février 1817 sur les établissements ecclésiastiques qui leur permet d'exister, là encore, en demandant une autorisation. Mais, vous voyez, ce régime de la Restauration n'exclut pas quelques coups de bâton, et je pense aux ordonnances de Martignac en 1828, qui a sanctionné les congrégations non autorisées. Évidemment, les jésuites vont encore faire les frais, et puis il y aura tous les contrôles des entrées dans les petits séminaires. La Troisième République va nous offrir quelques textes, mais pas très nombreux. On se rappelle d'ailleurs très opportunément, comme par hasard, au ministère des Cultes, que la loi de février 1790 n'a pas été abolie, qui interdisait les vœux perpétuels, et puis que le fameux décret de Messidor pouvait permettre la dissolution des congrégations non autorisées. Ce qui permettra évidemment de prendre une décision toujours à l'encontre des jésuites, mais non pas par une loi. Rappelez-vous de la résistance autour de l'article 7 de cette loi qui, évidemment, sera
les dispositions seront prises par décret, ainsi que le décret du 29 mars 1880 pris par Jules Ferry, fixant un délai de 3 mois à toutes les congrégations non autorisées pour déposer une demande. On connaît la suite. Un certain nombre de congrégations seront dissoutes et les religieux essentiellement seront expulsés. Beaucoup de religieux quitteront la France à ce moment-là. Et après un temps d'accalmie, eh bien, on verra apparaître le titre 3 de la loi de 1901, et notamment de son article 13, qui soumet à une procédure d'autorisation toutes les congrégations, et complété par la loi du 4 décembre 1902, qui va créer un délit d'établissement congréganiste non autorisé, ce qui, du reste, au passage, crée 2 catégories de citoyens en France, les citoyens ordinaires et les citoyens de seconde zone qui appartiennent à une congrégation religieuse. Bien. Ce régime va fonctionner et on va voir du reste quelques applications, quelques effets de la politique restrictive. Pour être rapide sur les textes, la loi du 3 septembre 1940 autorisera à nouveau l'enseignement congréganiste et supprimera ce fameux article 13. Et puis, la loi du 8 avril 1942 remplacera la procédure d'autorisation par la reconnaissance sous forme de décret sur avis conforme au Conseil d'État. Ces 2 textes seront maintenus en 1944. Et il est bon quand même d'observer que le second, c'est-à-dire les procédures d'autorisation, ce second texte ne sera pas utilisé par les congrégations, peut-être à l'exception d'une. Personne ne souhaitait voir son statut dépendre d'un régime qui de mois en mois était controversé. Rappelez-vous que Laval revient au pouvoir le 18 avril 1942, donc c'est quasiment concomitant. Et c'est avec ce régime complètement bancal avec un système d'autorisation précaire, que les congrégations vont vivre, se développer, fonctionner, jusqu'au statut de 1970, qui va être considéré comme un statut acceptable et durable. Bien. Alors, on pourrait cette fois, à partir du cadre, regarder les applications. Moi, j'aime bien regarder les applications des textes. Alors, quels ont été les effets, finalement, de cette politique restrictive ? Eh bien, on pourra retenir que tout un ensemble scolaire s'est développé, en passant par l'école maternelle, les anciens asiles, l'école primaire, les établissements secondaires, des établissements d'enseignement supérieur, mais moins sous le contrôle des congrégations que du clergé diocésain. Mais dans nos secteurs, les maisons familiales rurales, les écoles ménagères, et je pourrais décliner comme ça un certain nombre d'établissements secondaires, d'établissements d'enseignement très larges, très ouverts socialement, tenus par les congrégations. Évidemment, dans certains secteurs, je pense à l'arc ouest et le nord, les congrégations ont joué évidemment un rôle très important. Et puis, il ne faut pas oublier que les gouvernements de la Troisième République n'ont jamais empêché les bons pères et les bonnes sœurs d'aller ouvrir des établissements d'enseignement dans les contrées où l'État n'avait pas trop envie d'engager ses finances. Je pense à l'ensemble des colonies et des territoires hors métropole. Un autre secteur qui s'est considérablement développé, c'est la santé, entendu au sens large, avec des cliniques, des dispensaires, les soins à domicile, les foyers de personnes âgées et dépendantes. Là encore, tout un secteur qui est complété par un secteur social. Évidemment, ce maillage a pu un peu titiller, agacer l'État, notamment c'est la question de l'enseignement, évidemment, il est vrai que l'Église occupait une place très importante en matière de diffusion de l'enseignement en France. Il est vrai que l'État a été souvent très reconnaissant à l'Église d'avoir assuré et complété ce service public d'éducation, mais il est vrai que l'Église était aussi un peu trop présente, je pense au Conseil supérieur de l'instruction publique, ce qui fait que quand on regarde avec distance, les textes autour des années 1880 sont avant tout des textes de rééquilibrage, et puis on le voit bien avec la création des écoles normales de jeunes filles, des lycées de jeunes filles, etc. Alors,
On peut jeter un petit coup d'œil là aussi, de manière très pragmatique, sur les effets de la première série de textes entre 1880 et 1900. Que s'est-il passé lorsque les congrégations n'avaient plus pignon sur rue, c'est le moins qu'on puisse dire? Mais d'abord, elles n'ont pas toutes disparu. C'est évident, parce que l'État a dû s'en accommoder. Et on voit très bien, hein, les congrégations ont quitté les écoles communales, qui étaient tenues par les congréganistes, et puis ont ouvert dans les villages une autre école, qui était l'école des frères ou des sœurs. Ce qui est en se fondant évidemment sur la notion de liberté d'enseignement qui elle, n'a jamais été mise en cause. Et d'ailleurs, ce qui est tout à fait symptomatique dans nos secteurs, Laurent Vendée, c'est très visible, mais c'est la même chose dans l'arc ouest. Eh bien, on ferme l'école communale, mais l'année suivante, les sœurs sont toujours là, dans les mêmes locaux, puisque en plus, ces locaux pouvaient appartenir ou à la congrégation, ou à une brave dame, ou à un brave monsieur qui était favorable à l'enseignement congrégiste. Quand ce n'était pas la mairie qui mettait les locaux à disposition. Donc, il n'y a pas eu de fermeture d'école. Mais les choses ont été beaucoup plus rudes en 1904. Évidemment, les écoles congréganistes ont dû fermer. Et que s'est-il passé? Eh bien, nombre de religieuses et de religieux se sont sécularisés. Et l'exemple de la Vendée est tout à fait caractéristique. Évidemment, j'ai davantage travaillé sur ce secteur-là, mais j'ai bien regardé dans l'Ouest. Eh bien, toutes les écoles qui étaient congréganistes ont fermé et ont été ouvertes des écoles libres. Ça a supposé que les religieuses et les religieux abandonnent le statut religieux, se sécularisent. Et si je regarde une des congrégations vendéennes, qui étaient les Sœurs du Sacré-Cœur, qu'on appelle les Sœurs de Mormaison, des petites sœurs, une congrégation très périmétrée sur le diocèse de Luçon, ce sont 503 religieuses et novices qui se sont sécularisés et qui ont continué à ouvrir du bas et à faire fonctionner les écoles. Et ce système fonctionnera jusqu'en 1959. Donc, les congrégations ne vont pas disparaître, les œuvres ne vont pas disparaître, et on voit bien d'ailleurs un certain nombre de congréganistes partir vers les colonies ou vers des pays lointains, notamment le Canada, et le Canada anglophone, et vont ouvrir des dispensaires, et on en retrouve des écoles évidemment. Alors, je passe sur la loi de 1905, là aussi, qui n'a pas une grande importance par rapport aux congrégations. L'entre-deux-guerres va rester un moment d'une plus grande liberté d'affirmation de ce qu'est un service public, notamment un service public d'enseignement, assuré par la plupart de ces congrégations. Et à la fin de la guerre de 1940, le clergé séculier et le clergé régulier va s'unir dans ce qui est la fameuse querelle scolaire pour obtenir la reconnaissance c'est autour de l'enseignement, la reconnaissance des établissements d'enseignants, ce que fera la loi Debré de 1959. Mais là aussi, on l'a oublié, en utilisant des moyens forts. Rappelons que l'évêque de Luçon, pour l'ensemble de l'évêque de l'Ouest, dans un discours absolument merveilleux du 23 avril 1950, autorise ces diocésains, les autres évêques font la même chose, à différer le paiement de l'impôt tant que l'enseignement privé n'aura pas reçu un statut. Donc ça montre bien jusqu'où peut aller, là aussi, le jeu de la désobéissance sociale. Alors, si je résume un petit peu à la fois ce jeu de texte et l'attitude des congrégations et de cette politique, évidemment, de l'État, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que les congrégations ont conservé un espace d'autonomie. Vous parliez tout à l'heure d'espace d'autonomie. Mais oui, conservé un espace d'autonomie. Les congrégations n'ont pas disparu. Les œuvres, quelles qu'elles soient, y compris l'enseignement, le social, la santé, n'ont pas disparu. Les congrégations ont appris à se comporter face à l'État, et l'État peut-être aussi face aux congrégations. Je pense à l'organisation des patrimoines, des finances, l'organisation des archives, etc. Ces congrégations ont favorisé l'extension des activités en dehors de la France métropolitaine, mais aussi je retiens une chose, c'est que dans de nombreux cas, alors qu'aujourd'hui le poids des congrégations diminue, eh bien cette période
dur, a appris aux religieuses et aux religieux à transmettre leurs biens et à transmettre des pôles de direction à des laïcs, qu'il s'agisse de cliniques, de centres de santé, d'orphelinats, d'écoles, etc. Et sans doute à innover dans le social. Alors, peut-être pour conclure mon propos et envoyer à quelques questions et à un débat, est-ce que le modèle que présente le clergé régulier ne serait pas une piste de réflexion pour les services de l'État afin de s'appliquer à des communautés? Des communautés de moins en moins réductibles, évidemment, que l'on voit. Bien sûr, il ne faut pas perdre de vue la notion d'unicité, mais je rejoins là, en regardant ce modèle congréné, ce modèle des réguliers et ces turbulences, je rejoins votre interrogation, page 290 de votre ouvrage. Le problème nouveau se pose ainsi: comment on fait vivre cette liberté religieuse en tant que citoyenne et égale des autres religions, et par là respectueuse de la liberté de conscience? Et vous ajoutez, il faut examiner ce que protège et ce que propose la philosophie de la République. Alors, je pose toujours la question de savoir si la République a une philosophie. À tout le moins, on perçoit un faisceau d'éléments à partir desquels se dessine une politique menée à travers d'une pratique législative, réglementaire, mais aussi jurisprudentielle. On a moins parlé du Conseil d'État, peut-être ça viendra cet après-midi, conduite avec beaucoup de finesse et de prudence. Et en pareille matière, je crois que vous avez raison de le souligner, mais la chose a été dite également en conclusion de la précédente intervention, il faut se garder de toute forme d'angélisme, et d'où une évolution de la notion d'ordre public qui laïcise l'espace public, visant à inviter la société à devenir laïque. Alors, quels éléments proposer à partir de ce que vous indiquez également en conclusion? La formation. Vous insistez beaucoup sur la formation. On ne peut qu'être d'accord avec vous, qui plus est dans une maison comme la nôtre. Mais la formation, mais on insiste beaucoup sur la formation des imams. Et elle est nécessaire, mais ça dépasse, de mon point de vue, la formation des imams. Mais j'ajouterais, moi, la formation sur ces questions-là devrait également concerner toute une génération d'élèves qui a perdu la connaissance des éléments constitutifs de cette histoire nationale et qui fondent aujourd'hui, évidemment, les rapports, et qui seront les rapports d'aujourd'hui et de demain. Ces questions religieuses se résument à quelques poncifs dans les programmes. Donc ça, c'est la formation, oui, mais une formation à ouvrir, je pense. La deuxième chose, on parle d'un rêve d'un islam en France. J'ai entendu tout à l'heure un certain nombre d'interrogations, et je les partage bien volontiers, parce que le rêve d'un islam en France va très vite devenir, ce que vous avez écrit, un islam gallican. Et alors là, évidemment, c'est sans compter sur les vieux réflexes de l'administration et du puissant ministère de l'Intérieur. Je regrette qu'un des intervenants n'ait pas pu venir aujourd'hui, qui était l'ancien directeur des libertés publiques et de la loi, Thomas Campo, au ministère de l'Intérieur, et qui vient d'être nommé préfet de l'Aisne. J'aurais bien aimé qu'il soit là aujourd'hui pour animer un peu ou piquer un petit peu le débat. L'idée de conférer avec les principales tendances de l'islam représentées par les leaders intellectuels musulmans est à la fois un défi, une gageure, mais aussi une nécessité. Je retiens cela. Et puis, ne peut-on pas, sans perdre de vue les notions de souveraineté et d'unité, travailler de manière un peu plus inductive, non pas de faire comme l'histoire de nos aumôniers tout à l'heure, les ordres viennent du haut et il faut s'adapter. Et notamment avec ce côté communautaire que je retiens de la construction un peu de notre clergé régulier. La France, sans tomber dans du communautarisme, mais la notion de communauté est relativement forte aujourd'hui dans notre société française.
en matière religieuse, même s'il s'agit des cultes les plus classiques, les anciens cultes reconnus, dans l'Église catholique, le fonctionnement communautaire a pris une place qui n'était pas la sienne il y a encore une trentaine d'années, où elle était marginale. Mais c'est aussi une entrée pour aborder ce monde musulman qui fonctionne essentiellement par jeu de communauté. Si on n'entre pas dans les communautés, eh bien, je crains beaucoup que les réformes qui se succéderont et qui s'inscrivent dans un mécanisme administratif qui est quasiment un propos redondant, puisque c'est devenu une mécanique véritablement. Eh bien, je crains beaucoup que ce que vous proposez et le défi auquel vous nous invitez à entrer, et peut-être à croire, eh bien, ce défi aura énormément de peine à trouver sa place. Bien en France, bien sûr, il faut absolument tenir compte des leçons de l'histoire. Il faut tenir compte des errements de l'histoire, y compris de l'histoire lointaine, mais aussi il faut tenir compte aujourd'hui de ce qu'est la société française et de sa structuration. Si on ne fait pas cela, je pense qu'on passera à côté de beaucoup de choses. Il y aura un raté de première et on rentrera encore dans une fracture où on accentuera la fracture que l'on connaît et que l'on perçoit bien, et avec beaucoup de regrets évidemment, de ce que peut être parfois la société française. Je vous remercie.